Bienvenue sur ce live, on est très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet un peu plus léger qu'habituellement, puisque on va parler justement de la fertilité en été, des questions-réponses en fait autour de comment préparer ses protocoles de PMA pour la suite, comment bien gérer son été, autour justement de la fertilité, quels sont les conseils un petit peu essentiels, les choses qu'il ne faut pas louper, les risques, les conseils courants. Voilà, donc bienvenue, j'ai vu que tu avais fait l'introduction. On est heureuse de vous retrouver. Alors l'été, on y pense. C'est vrai qu'il pleut, en tout cas à Genève, en Suisse, il pleut pour le moment, mais on a la perspective que ça s'arrange. Et du coup, on voulait, comme tu disais Virginie, vous parler des attitudes qui peuvent être propices à votre fertilité. Également, on sait que souvent les centres de PMA sont fermés ou alors les médecins, il n'y a pas forcément de rendez-vous de médecin. Puis on se dit, on va pas pouvoir avancer en fait sur sa fertilité durant cet été. C'est un peu une période de pause. Et en fait, au contraire, on se dit que c'est vraiment la période propice pour pouvoir améliorer sa fertilité, parce que c'est une période qui est propice au changement. Tout est un peu plus léger, donc c'est vrai que c'est facile de faire des changements. Il y a plein de choses qu'on peut faire facilement. Puis en même temps, il y a des choses auxquelles il faut vraiment faire attention en été pour pas en fait diminuer sa fertilité, parce qu'on va préparer sa fertilité pour bien embrayer les traitements en septembre. Et c'est aussi le but de ça, c'est de se dire, on va faire les bonnes choses pour sa fertilité et on ne va pas nuire à sa fertilité aussi pendant l'été. Et c'est ce dont on voulait parler. Alors, du coup, on va commencer par, on a choisi 9 points. Il y a un petit peu des bruits. Vous nous entendez bien, c'est bon, c'est toujours un petit peu... Bonjour à tous en tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire qu'on entend bien. C'est toujours agréable. Alors, on va vous parler de 9 points. Alors, pourquoi 9? Parce qu'on s'est dit, 9, c'est un peu la maternité. Le but, c'est d'arriver à une grossesse. Donc, on s'est dit que le chiffre 9, c'était un beau présage. 9 points sur lesquels il faut de mise en attention, aussi on va parler, comme je disais, des bonnes choses, des choses qu'on peut faire pro-fertilité, puis des choses auxquelles il faut faire attention pour pas diminuer sa fertilité. Et puis ensuite, on vous laissera poser vos questions par rapport à tout ça. Et également, si vous avez d'autres questions, on est toujours ravis de pouvoir y répondre. Alors, première chose, évidemment, on pense été, on pense soleil directement. Et du coup, le soleil, c'est la vitamine D et c'est une vitamine qui est essentielle pour la fertilité. On le sait. Et c'est important quand même d'avoir un petit peu de théorie autour. Donc, je te laisse en parler. Déjà, je vais un peu découvrir un mythe parce que on se dit souvent, et ça je l'entends tout le temps, mais c'est l'été, donc du coup je vais arrêter ma vitamine D parce que du coup je vais aller plus au soleil. En fait, même des personnes qui vivent au soleil en permanence, souvent n'ont pas un taux de vitamine D assez élevé. Ça peut marcher peut-être chez certaines personnes dans la majorité des situations, même si la vitamine D est normalement produite avec le soleil, parfois c'est pas le cas. Il faut comprendre que la vitamine D, c'est une vitamine qui est produite à partir du cholestérol, comme l'œstradiol, comme la progestérone, comme la testostérone, comme la DHEA, comme beaucoup d'hormones. Si vous êtes par exemple en situation d'insuffisance ovarienne et que vous avez déjà pas assez de œstradiol, de progestérone, de cortisol, tout ça, il y a peu de chances, même avec le soleil, que vous produisiez suffisamment de vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine ressource qui est essentielle en termes de fertilité pour plein de raisons. Je vais rappeler lesquelles, mais pour plein de raisons. Et du coup, même si vous vous exposez au soleil, ça peut être quand même de maintenir un fond de complémentation en vitamine D, ou si vous ne voulez pas le maintenir, peut-être au moins d'aller doser dans le sang votre vitamine D, de vous assurer qu'elle soit suffisante, c'est-à-dire qu'elle soit au-dessus de 75 nanomoles, voire même au-dessus de 100 en fait. Ça, c'est vraiment un peu la cible quand même en fertilité. Et la vitamine D, elle joue dans plein de choses en fait. Elle est centrale au niveau des schémas hormonaux. C'est une vitamine qui nourrit les systèmes hormonaux. Elle nourrit la quasi-totalité des systèmes hormonaux, que ce soit le système surrénalien, que ce soit les hormones de la reproduction, que ce soit tous les systèmes de gestion du stress, les systèmes hypothalamo-hypophysaires. La vitamine D est absolument essentielle pour l'équilibre des systèmes hormonaux. Ça, c'est la première chose. Donc, vous imaginez à quel point elle est essentielle dans la base de la fertilité. Et elle est aussi une des vitamines les plus influentes sur l'équilibre immunitaire. On sait qu'une grossesse repose principalement sur la capacité de notre immunité à s'adapter
à se mettre à l'équilibre. Et donc, on imagine très bien que cette vitamine D est très, très importante. Donc, malgré l'été, ne comptez pas que sur le soleil. Souvent, ça ne marche pas. Vraiment, complémentez-vous. Et pour produire de la vitamine D avec le soleil, il faut quand même sérieusement s'exposer. On parle de 20 minutes d'exposition par jour sans crème, donc c'est quand même beaucoup et c'est pas forcément non plus une attitude qu'on va recommander à outrance parce que sur certains types de peau ça peut être dangereux. Donc voilà, parfois se complémenter, c'est au moins s'assurer la sécurité d'avoir suffisamment de vitamine D. Et justement, les crèmes solaires, ça c'est un gros sujet de l'été également. Parce que qui dit été dit crème solaire et il faut vraiment bien choisir sa crème solaire parce que, alors déjà peut-être effectivement essayer pourquoi pas s'exposer quelques minutes mais pas durant les heures chaudes sans crème parce que c'est important par rapport à la vitamine D pour son moral et autres. Mais par contre, quand on doit mettre de la crème solaire et c'est important de mettre de la crème solaire, vraiment la choisir sans perturbateur endocrinien parce que le problème, c'est qu'un perturbateur endocrinien, lorsque on va le mettre sur la peau et ensuite, lorsqu'on va avoir du soleil dessus, ça le potentialise, c'est-à-dire que ça aggrave en fait son effet et ça peut être vraiment très très néfaste à votre fertilité. Donc, il y a plein d'applications du style Inksea Beauty et autres pour vérifier ce que contiennent vos crèmes solaires. Et puis, évidemment, choisir quelque chose qui vous convienne. Faire attention aussi au parfum, etc. Mais normalement, dès qu'il y a du parfum, c'est des perturbateurs endocriniens. Exactement, c'est vrai que les produits solaires font partie des produits qui sont les plus sur le plan de la cosmétique. Et ça fait partie des produits sur lesquels il faut avoir le plus d'attention. Déjà, quand on choisit des formes minérales, c'est un peu mieux parce que moi, elles ne pénètrent pas dans la peau. Et aujourd'hui, on a des formes minérales qui sont aussi sous la forme du pas forcément ces crèmes toutes blanches dont on a l'habitude. Mais choisir un bon produit solaire, c'est important. Et c'est vrai que si vous pouvez justement le faire par le biais de l'application INCI Beauty, moi je trouve que c'est vraiment l'application la plus fiable parce que parfois j'ai passé aussi des produits, d'ailleurs on en parlait avec une spécialiste des perturbateurs endocriniens et, et parfois en passant des produits sur Yuka, on ne comprend pas pourquoi ils sont bien traités alors que finalement ils contiennent quand même toxiques. Donc moi je trouve que INCI c'est une application qui garantit beaucoup mieux la qualité en tout cas des produits solaires et des produits cosmétiques en général. Et attention aussi aux produits dans les pharmacies, parce que moi j'ai souvent des gens qui me disent oui, mais c'est une très bonne crème, elle est vendue en pharmacie, c'est la vendeuse qui me l'a dit. Oui, c'est une très bonne crème, elle va vous protéger, elle est peut-être géniale parce qu'elle va adoucir votre peau, etc. Malheureusement, on s'en rend compte, les professionnels, pas tous les professionnels de la santé sont formés aux perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai que il faut vraiment, vous êtes maintenant, je pense que vous êtes, c'est important à notre époque d'être soi-même au courant et de décider ce qu'on veut ou pas mettre dans son corps, sur sa peau. Et que voilà, il faut vraiment s'informer. Ça, c'est aussi notre but aujourd'hui de vous informer. Ensuite, une troisième chose, c'est le sommeil et la relaxation. Alors c'est vrai qu'en été, vu que les journées sont longues, on a tendance à se coucher un peu plus tard. En plus, on arrive à se lever tôt le matin parce qu'il fait déjà jour très très tôt. Et puis, on va peut-être manquer un petit peu de sommeil. Donc vraiment faire attention, c'est pas parce que il fait jour plus longtemps qu'il faut dormir moins, parce que le sommeil, on le rappelle, c'est vraiment très très important pour vos gamètes, pour votre système immunitaire, pour votre fertilité. Et par contre, on peut aussi pendant l'été profiter de faire de la relaxation. Si vous êtes sur une plage, si vous êtes en vacances, entre deux, c'est vraiment propice. On peut même se mettre, même si on travaille, on peut se mettre en été sur un linge dans un parc à côté de son boulot et puis se relaxer, ce qu'on ne peut pas vraiment faire en hiver. Donc il y a les choses auxquelles il faut faire attention, donc pas diminuer son sommeil. Puis d'un autre côté, essayer de vraiment profiter des bons moments pour se relaxer. Aussi par rapport au sommeil, en fait, je reprends une thématique que j'entends souvent où les personnes me disent mais nous on se lève plus tôt parce que en fait on a de la lumière beaucoup plus tôt et ça c'est une chose importante et je pense que c'est un investissement important à faire dans son chez soi, c'est de vraiment pouvoir créer une activité totale dans sa chambre à coucher parce que finalement en été si vous suivez le soleil vous êtes debout quasiment à 5h30 6h le matin. Et si vous vous êtes couché à 11h, 11h30, parce que finalement, aussi, le jour se couche tard,
ça fait un temps de sommeil qui est quand même franchement beaucoup, beaucoup trop diminué. Donc ça, c'est vraiment une chose très, très importante sur le long terme de créer de l'obscurité totale dans votre lieu de sommeil. C'est le cas pour vous maintenant. Ce sera aussi quelque chose d'important pour vos enfants parce que l'objectif, c'est que vous deveniez parents. Donc quand vous aurez des enfants, ce sera aussi un petit peu la même mécanique. Donc des volets, des rideaux qui sont vraiment occultants. Enfin, vraiment de peut-être justement faire cet investissement et maintenir une qualité de sommeil importante, même en été. Exactement. Alors maintenant, un petit peu de nutrition. C'est vrai qu'en été, il y a des bonnes choses qui ne sont pas forcément présentes en dehors de cet été, c'est les fruits rouges. Alors les légumes colorés, il y en a un peu plus, mais c'est vrai que les fruits rouges, ben, souvent ils viennent de loin lorsque c'est l'hiver. On peut les consommer congelés, mais c'est vrai qu'en été, ben, on peut en avoir plus. Et puis c'est vraiment, ben, on a envie de manger léger, puis on a envie de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et ça c'est vraiment super bien pour la fertilité. C'est bien pour la fertilité et en fait, c'est bien si c'est frais, c'est bien aussi si c'est cuit, c'est bien aussi si c'est congelé. Donc en fait, si vous avez des quantités de fruits rouges importantes et que vous mangez là comme ça, vous pouvez aussi tout à fait les congeler et les maintenir congelés et les manger plus tard dans l'année. Il faut savoir que ce qu'on cherche dans les fruits rouges, et ça c'est aussi une chose sur laquelle on se trompe vraiment en fertilité, dans les fruits rouges, on ne cherche pas vraiment la vitamine C. Ok, s'il y en a, tant mieux, parce que c'est vrai que la vitamine C, quand on congèle un fruit, quand on cuit un fruit, on va la perdre. Mais c'est pas ça, les molécules qui sont vraiment pertinentes, importantes pour la fertilité. C'est plutôt des molécules qui s'appellent les polyphénols. Et les polyphénols, c'est le resveratrol, enfin toutes ces molécules qui ont des noms, les anthocyanes, toutes ces molécules qui ont des noms super compliqués. Et en fait, ces polyphénols, ils vont avoir une action sur la jeunesse de nos cellules, sur la préservation de la jeunesse de nos cellules, sur le renouvellement cellulaire, sur la division cellulaire, ils vont avoir une action sur la vascularisation. C'est vraiment des molécules qui sont essentielles. Et en fait, ces molécules, plus l'aliment est abîmé, plus elles vont être disponibles. Donc, c'est pas un problème d'abîmer les fruits rouges en réalité, c'est pas un problème de les congeler, de les décongeler, d'en faire des glaces, faire ce que vous voulez. En fait, les molécules seront là. Et au plus vous mixez, abîmez, congelez, décongelez, cuisez, au plus elles seront biodisponibles. Donc en fait, l'été, c'est vraiment la saison des fruits rouges et des légumes colorés. Dans les légumes colorés, on a aussi par exemple la tomate. La tomate, c'est une source de phénol importante puisqu'elle contient du lycopène. Par contre, dans la tomate crue mangée comme ça, le lycopène n'est quasiment pas disponible. On en absorbe quasiment pas du tout. Alors que si vous prenez votre tomate, vous la mettez au four, vous la cuisez, vous la resservez refroidie par exemple dans une salade, vous en faites des coulis, des concentrés, des choses comme ça, le lycopène sera biodisponible. Donc les fruits, les légumes colorés, ce qu'on cherche à avoir dedans, c'est des phénols. Et peu importe qu'ils soient crus, cuits, congelés ou autres, les phénols seront là. Et au plus l'aliment est abîmé, au plus les phénols seront disponibles pour vous. Donc voilà, mangez-en. Une autre bonne chose à manger, Marie, je pense. Mangez-en sous toutes les formes. Les formes. Une autre chose qui peut être intéressante, alors évidemment, bah, qui dit été dit plutôt salade et bonnes huiles. Et on sait que l'huile, on le rabâche tout le temps, les bonnes huiles, c'est super important pour la fertilité. Alors, il faut évidemment faire attention aux salades quand même, parce que les salades, c'est souvent des aliments qui sont, où il y a beaucoup de pesticides, donc vraiment choisir des bonnes salades. On va essayer de faire du positif, donc essayer plutôt de pas, voilà, de vous orienter vers du bio, du patron en sachet, enfin voilà, des choses beaucoup plus saines. Si vous pouvez aller chez votre producteur prendre des salades, ce serait encore mieux. Voir aussi ce qu'il met sur ses salades. Et puis les bonnes huiles, ça c'est un essentiel pour la fertilité. D'en consommer beaucoup. D'ailleurs, dans les programmes, nous, on vous dit exactement combien de cuillères par rapport à votre profil vous devriez consommer par jour. Puis ça fait des quantités, hein, mine de rien. Et on se rend compte que finalement, dans la plupart des gens ne mangent pas ce qu'il faudrait suffisamment. Donc, c'est vraiment une bonne idée de pouvoir. Et alors, justement, quelles huiles on met sur sa salade? Oui, en fait, beaucoup ne mangent pas ce qu'il faudrait en quantité et en qualité. Souvent, le choix des huiles, et d'ailleurs, on est très perturbé par les messages commerciaux au niveau des huiles parce que on confond beaucoup de choses. On confond les huiles qui vont justement résister à la cuisson, les huiles qui sont bonnes pour ceci, bonnes pour cela. Aujourd'hui, quand on parle de fertilité, ce qu'on veut, c'est travailler sur un ratio qui est un ratio important, c'est le ratio oméga 6, oméga 3. Le ratio,
va pas forcément être le même en fonction de ce qu'on a comme problématique de fertilité. Évidemment, si on est en insuffisance ovarienne, on va pas forcément avoir les mêmes que si on est dans une problématique d'endométriose. Par contre, une des choses qui est fondamentale, c'est vraiment l'apport en oméga 3. Les autres besoins vont varier au niveau des huiles, mais ce qui ne variera pas, c'est vraiment les besoins en oméga 3. Et encore assez peu de personnes ont quotidiennement des oméga 3 dans leur salade, des oméga 3 végétaux. Donc ça, on peut les amener notamment par le biais de l'huile de colza, de l'huile de noix, qui sont des huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 3 et qui sont encore assez stables, de l'huile de chanvre aussi. On parle aussi un petit peu de l'huile de lin au niveau des oméga 3, mais l'huile de lin, c'est une huile qui contient tellement d'oméga 3 que ça la rend très très instable et qu'elle s'oxyde très vite à l'air, très vite à la lumière. Et une huile oxydée devient aussi dangereuse. Donc quand on parle d'huile, il faut aussi faire attention au mode de conservation. Une huile, ça se conserve au mieux au réfrigérateur, à l'abri de la lumière. Et si on n'a pas la place de mettre au frigo, on la met dans un placard, au moins à l'abri de la lumière. Moi, quand je vois les huiles traîner sur les plans de travail, ça me fait péter les plombs parce qu'elles prennent la lumière. Et pire, quand elles traînent sur les plans de travail ouvertes, là, c'est catastrophique parce qu'elles sont au contact de l'air, au contact de la lumière. Donc une huile, elle doit être dans une bouteille plutôt opaque, fermée, dans un placard et au mieux dans le réfrigérateur. Et plus l'huile est riche en oméga 3, plus elle doit aller au frais, en fait. Donc ça, c'est quand même vraiment important. Il ne suffit pas que d'avoir la bonne huile, il faut aussi la conserver dans les meilleures conditions. Et donc, oui, effectivement, pour les huiles riches en oméga 3, c'est plutôt huile de colza, huile de noix, huile de chanvre qu'on va utiliser majoritairement. J'ai vu juste la remarque effectivement de la personne qui disait qu'elle ne pouvait pas avoir l'information parce qu'elle était sourde. Je suis vraiment désolée, il faut effectivement qu'on regarde si on peut être sous-titré. Je ne sais pas du tout comment on peut le faire. Je remercie aux autres personnes de donner l'information. C'est super chouette de voir que vous pouvez partager. Et puis la collaboration, c'est vraiment ça qu'on veut aussi donner sur Fertiline, le fait qu'on peut se soutenir mutuellement. Donc merci beaucoup aux autres de donner cette information. Merci beaucoup. Euh, Merci Virginie pour les huiles. Donc vraiment important aussi quelles huiles on utilise, pourquoi. En fait, les huiles, c'est vraiment un sujet complexe. C'est-à-dire qu'il faut savoir, donc il y a des huiles de base qu'on devrait tous manger. Après, attention comment on les mange, parce que pas toutes les huiles peuvent être consommées de la même manière. Attention aussi comment on les conserve. Et il y a certaines huiles qui sont spécifiques à chaque profil. C'est ce qui fait justement, parce que souvent on se dit, bah, on va prendre des informations là et là, on va manger ci, ça. Bah, ça peut être bien, mais ça peut être pas adapté à votre profil. C'est là où, bah, c'est pour ça que c'est complexe en fait. La fertilité, c'est un domaine complexe et la nutrition, c'est un domaine complexe. Et vraiment, quand on veut améliorer la situation de fertilité, on a besoin vraiment d'aller dans la précision. Une autre chose aussi auquel il faut faire attention, et moi ça me rend folle, c'est les bouteilles en plastique, parce que qui dit été dit on a soif. Et évidemment, bah, on achète des bouteilles en plastique. Alors déjà, les bouteilles en plastique, bah, vous le savez, c'est pas une bonne chose. Il faut vraiment les utiliser, les éviter au maximum. Mais le pire encore, c'est sa bouteille en plastique qu'on a laissée dans la voiture, qui a chauffé, ou alors qu'on prend avec soi à la plage, on laisse son sac et puis ça chauffe. Enfin là, en fait, vous buvez le plastique. Toutes les molécules de plastique se mettent dans votre eau et c'est un perturbateur endocrinien. Ça peut être un gros problème pour votre fertilité, ça peut être un gros problème pour votre futur enfant. On a vu plein d'études qui sortent maintenant, comme quoi il y a du plastique dans les placentas. Enfin voilà, donc vraiment la bouteille d'été. Donc le bon investissement à faire maintenant, c'est d'acheter une bouteille en inox. D'ailleurs, ça conserve mieux l'eau froide. Hein, et d'avoir toujours sa bouteille en inox. Ça, c'est une bonne stratégie. Et aussi sur les bouteilles, alors c'est vrai que les bouteilles en plastique, le vrai problème, c'est les bouteilles en plastique qui chauffent au soleil. C'est aussi les bouteilles en plastique dans lesquelles on va ajouter, par exemple, de l'acide, comme du citron ou des boissons qui sont acidifiées, et dans lesquelles on va ajouter de la théine ou de la caféine. Donc, les acides, la théine et la caféine sont des molécules qui vont attirer en fait vraiment les résidus de plastique et qui vont concentrer la boisson en plastique. Donc, par exemple, vous imaginez quand vous prenez une bouteille d'eau, que vous mettez du citron dedans et que vous la laissez à la chaleur, c'est un concentré de toxines. Mais ça, vous pouvez tout à fait le faire dans une gourde en verre ou dans une gourde en inox. Et c'est tout à fait OK, mais effectivement,
essayer d'avoir ce type de réflexe. C'est vraiment. Puis même éviter, on se rend pas compte, mais par exemple à la plage, souvent on nous donne des verres en carton, parce que maintenant on va éviter le plastique, sauf qu'il y a quand même un revêtement plastique dans ces verres. Et quand on va boire son café, par exemple son thé, donc toujours peut-être demander si on peut avoir une tasse. Alors ils aiment pas trop parce que sur la plage on nous dit oui mais vous allez nous la rapporter. Bah, vous faites un petit sourire puis vous dites mais oui je vous la rapporte votre tasse. Donc vraiment éviter tout ça. Puis c'est ce que tu disais, toutes les canettes où il y a des boissons acidifiées. Bon de toute façon il faudrait vraiment éviter tout ce genre de boissons, plutôt privilégier vraiment de l'eau gazeuse, des choses où on va mettre des arômes soi-même, mais des bons arômes, enfin voilà. Mais voilà, faites vraiment attention parce que ça peut être un problème. Et on a même une personne qu'on suivait qui ne se rendait pas compte à quel point le fait que tous les jours elle prenait du thé dans une bouteille en plastique pouvait nuire à sa fertilité. Et c'est en arrêtant cette mauvaise attitude que ça n'a pas réparé sa fertilité, on est bien d'accord, mais c'est une attitude qui a pu faire bouger vraiment quelque chose dans ces systèmes en fait. Oui, clairement, clairement. Et d'ailleurs, en fait, chez cette personne, ce qu'on voyait, c'est qu'elle n'était pas réceptive au traitement principalement. Et ce qu'on reproche aux perturbateurs endocriniens, c'est d'occuper la place des hormones sur les récepteurs hormonaux. Et donc, de perturber, en fait, tous nos schémas hormonaux, puisque comme leur nom l'indique, ils vont perturber effectivement les récepteurs hormonaux. Donc ça, c'est quand même très très important. Et il y a une personne qui disait, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend de l'eau du robinet ou est-ce qu'on prend de l'eau en bouteille? Aujourd'hui, la recommandation, d'ailleurs, les recommandations, elles bougent souvent là-dessus. Hein, ça, il faut le savoir. Et elles sont très variables en fonction de qui les donne, évidemment. Mais la recommandation générale, c'est plutôt eau du robinet filtrée dans des gourdes qui sont en alu. Ou en verre, en fait, vraiment, enfin en inox, pardon, ou en verre. Donc ça, c'est la recommandation idéale. Et filtrer si possible avec des filtres qui sont des filtres à charbon, qui sont des filtres lents, type filtre Berkey, et en tout cas au minimum filtré. Parce que c'est vrai que l'eau du robinet, c'est une eau qui est désinfectée, qui est souvent désinfectée au chlore, qui a souvent des taux assez élevés de chlore, de nitrate. Et l'eau qu'on achète en bouteille, est de meilleure qualité en elle-même, seulement elle est en contact permanent avec du plastique et on ne sait pas dans quelles conditions elle a été conservée. Et si elle a été conservée, exposée par exemple à de la lumière très longtemps, exposée à de la chaleur, bien évidemment on peut avoir des migrations de microplastiques et du coup c'est pas bien mieux que l'eau du non filtrée. Donc c'est très difficile en fait. Cette question, je pense que c'est une question les plus répondre en fertilité. Mais voilà, sachez que comme d'habitude, il faut faire au mieux. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire parfait. Parce que dans le monde actuel, c'est compliqué, mais il faut faire au mieux. Je pensais par exemple à l'hypothèse, si on va dans un pays, on ne peut pas boire l'eau du robinet parce qu'elle n'est pas potable. Là, l'idée, alors, ce serait quand même de prendre de l'eau en bouteille, si possible des bouteilles en verre. Éventuellement, pas à l'hôtel de prendre des grandes bouteilles en verre et ensuite les migrer dans votre gourde que vous aurez. Si malheureusement il n'y a que des bouteilles en plastique, déjà, alors on ne sait pas en amont où elles ont été conservées, donc ça c'est le point, la question, mais quand même ça vaut la peine de prendre votre gourde et puis transférer cette eau dans votre gourde parce que de cette façon vous allez éviter en tout cas de vous mettre votre bouteille en plastique à la plage. Donc on va dire, on va faire au mieux, on ne peut pas faire parfait, mais on va faire au mieux. Puis c'est des petites stratégies. Puis en fait, on diminue petit à petit. C'est-à-dire que, admettons qu'il y ait eu un peu de chaleur sur cette bouteille, bon, c'est pas bon, il y a eu du plastique. On va pas rajouter encore un peu plus de plastique dedans. Donc on va faire au mieux. Oui. Voilà. L'idée, c'est de pas se culpabiliser si on fait mal, mais c'est de se dire de faire au mieux. D'accord? Ensuite, alors il y a une chose en été qui peut être super intéressant, c'est que c'est vrai que quand on parle d'été, on parle beaucoup de fruits de mer, manger à la plage, etc. Et ça, c'est super important, l'iode et les produits de la mer. Donc tu vas nous expliquer ça parce que c'est vrai qu'on a envie de manger des produits de la mer l'été. Et l'iode, c'est un élément qui est hyper important pour la fertilité. On a pas mal sous-estimé l'iode pour la fertilité pendant très longtemps en fait, et on pensait que l'iode uniquement à la fonction thyroïdienne. Enfin, il y a vraiment des trucs clichés en fait au niveau de l'iode. Il y a une étude très intéressante qui est sortie qui a montré que entre les femmes qui ont un taux d'iode optimal et les femmes qui ont un taux d'iode en subcarence, donc on parle même pas de carence, on parle de subcarence, c'est-à-dire un petit peu en bas de la norme, légèrement en dessous de la norme, enfin vraiment dans cette zone qui n'est pas une zone sur laquelle on se dit waouh, il y a un vrai manque d'iode, vraiment de la subcarence.
les femmes qui sont en subcarence d'iode mettent en général 3 fois plus de temps à concevoir un enfant en conception naturelle. Donc vous imaginez à quel point ça peut quand même être impactant. Et c'est là, à la suite de cette étude, l'iode a pris un envol un petit peu au niveau de la fertilité. Et il y a même une étude qui a été menée juste à côté de chez nous sur les apports en iode et notamment sur les dosages urinaires de l'iode sur le bassin, comment on appelle ça, le bassin lémanique en fait, hein, donc et puis également l'arrêt de la. Et en fait, ils se sont aperçus dans cette étude que chez les femmes, plus de 90% des femmes étaient en subcarence d'iode, avec des taux d'iode qui étaient trop bas. Alors, ce qui paraît logique, vous nous direz, ben, c'est votre problème, vous habitez dans les montagnes, mais en fait, on n'est pas les seuls. Enfin, c'est le problème de toutes les personnes qui mangent en fait des fruits et des légumes qui ne sont pas cultivés sur des sols iodés. C'est le problème de toutes les personnes qui ont une consommation de produits de la mer qui est trop faible. En réalité, les produits de la mer en eux-mêmes souvent ne suffisent pas à couvrir les apports en iode. Les apports en iode, en tout cas, qui sont nécessaires en préconception, qui sont nécessaires en grossesse. Donc, pour bien faire, il faut avoir effectivement des végétaux qui poussent sur le sol iodé. Or, vous savez très bien que si vous habitez en région montagneuse, le sol n'est pas iodé. Et même si vous habitez au bord de la mer, parfois vous mangez des végétaux qui ne sont pas produits là où vous habitez ou qui ne sont pas produits sur les sols. Pire. Donc, ils sont produits hors sol. Du coup, vous ne bénéficiez pas de l'iode. Donc là, l'iode, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, dans la fertilité, on conseille très clairement maintenant, en préconception pendant la grossesse, de se complémenter. Et l'iode, c'est le seul minéral d'ailleurs sur lequel, alors c'est le deuxième, pardon, parce qu'il y a la vitamine B9 aussi, mais c'est le deuxième micronutriment sur lequel l'ANSES, qui est l'agence en fait qui règle, enfin comment dire, qui donne les directives nutritionnelles pour la population française, c'est le deuxième micronutriment sur lequel l'ANSES a vraiment validé le fait que la complémentation est absolument nécessaire pendant la phase de préconception et pendant la grossesse. Parce qu'en fait, au-delà de créer des problématiques de fertilité, le manque d'iode pourrait, enfin c'est même pas vrai, il y a des études là-dessus, des études ont montré que le manque d'iode diminue intellectuel les enfants à la. Donc en fait, au plus on manque d'iode et au plus on a un QI diminué à la naissance. Alors bref, c'est mais pas génial. Donc, autant se complémenter, effectivement. Et puis, au-delà de ça, ça agit aussi sur l'énergie, ça agit sur la qualité des tissus. En fait, l'iode, c'est vraiment un minéral estimé. Et du coup, ben, si cet été, vous partez en vacances au bord de la mer, iodez-vous un maximum. Essayez de manger des choses qui sont hautement iodées, comme notamment ben, les coquillages, ça peut être pas si vous êtes enceinte, parce que là, ça va pas du tout avec la listériose, la toxo, tout ça, mais de vous ioder, c'est quand même, ou alors, oui, mais de vous ioder, c'est quand même vraiment important. Et de consommer des poissons, de consommer des choses que vous n'avez pas l'habitude de consommer, découvrir de nouveaux aliments et aller principalement sur des aliments iodés, puisque ce sera bon pour votre fertilité. Allez vous balader au bord de l'océan, allez vous baigner dans la mer, enfin vraiment, essayez de vous ioder un maximum. C'est vraiment un minéral positif pour la fertilité. En huitième, on va parler d'une attitude qui est plutôt négative, dont on ne se rend pas compte, parce que qui dit été dit grillade, et qui dit grillade dit oxydation. Et c'est vrai qu'on se dit, ben, la grillade c'est sain parce que justement on met pas trop d'huile, on cuit ses aliments ben, au feu, etc., etc. Sauf que ben, grillade, le but c'est de griller, et tout ce qui est grillé c'est oxydé. Et du coup, il y a surtout certains aliments qu'il faut surtout pas oxyder en fait. Exactement. Alors, l'oxydation, enfin, quand on parle d'oxydation, c'est surtout quand vous faites griller des protéines, principalement donc de la viande, du poisson. Quand vous faites griller des protéines et que vous commencez à avoir du noir qui se met dessus, c'est une réaction qui produit ce qu'on appelle les corps de Maillard. Et ces corps de Maillard sont des substances très qui vont vraiment créer un vieillissement cellulaire accéléré. On estime même que, par exemple, un steak grillé, genre noirci, vous voyez, avec les traces du grill, là, comme ça, équivaut en termes d'oxydation à près de 400 cigarettes fumées. Donc, parfois, en faisant un barbecue, on se dit, OK, bon, au moins, on économise un peu de graisse, tout ça, c'est moins gras, c'est light et tout. Mais en fait, si vous carbonisez votre viande, c'est vraiment un enfer et c'est très dangereux pour la santé. Alors, du coup, on peut se dire par exemple,
ok, je vais pas faire de grillade au feu, comme ça je carbonise pas et j'achète une plancha. Mais attention, la majorité des planchas sont encore avec des substances. Donc du coup, quelle est la solution? La solution, c'est d'avoir, par exemple, des barbecues au gaz qui ont des planchas en fonte. Là, il n'y a pas de substance anti-adhésive. Ça marche très bien et ça cuit votre viande, votre poisson et ça ne carbonise pas. Donc, il ne faut surtout pas que, que les protéines soient en contact avec la flamme, en fait. Ça, c'est vraiment donc le barbecue du grand-père, de la grand-mère, du tonton qui fait son barbecue avec plein de flammes, où vous voyez les graisses tomber dedans, puis ça fait des flammes et ça touche les saucisses. Ça, c'est pas comestible en fertilité. C'est vraiment ultra dangereux. Et, Et sinon, pour la santé, enfin, c'est pour la santé. voilà, si Oui, c'est une fois, bon, bah, ma foi, c'est pas grave, mais si c'est répété, souvent en été, ben, on en mange beaucoup, des grillades, bah, c'est là où ça pose problème. clairement. Et l'autre option aussi, ça peut être d'acheter une plancha, mais d'acheter une plancha qui soit à base de pierre, en fait. Et c'est pas hyper facile à trouver, mais vous en trouvez quand même. Et les planchas qui sont faites avec une pierre, ben en fait, là, vous avez une substance qui n'adhère pas vraiment, qui est chauffée, qui va pas carboniser et du coup qui est plutôt bien. Est-ce qu'il n'y a pas, je me demandais, parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre sur un grill, comme une planche pour que ça cuise d'en dessous, puis que ça. Enfin, je me demande si ça n'existe pas. Je me connais pas tellement en grill, mais à Peut-être voir. je connais pas, Voilà. donc peut-être qu'il existe des choses, effectivement, Ouais. c'est possible. Mais C'est pas voilà, l'idée on c'est est de pas, voilà, l'idée c'est de pas avoir de la viande qui soit carbonisée par le feu, quoi. C'est ouais, ça. ouais. Et puis peut-être préconiser plutôt des légumes. Hein, du coup, manger les légumes, ça c'est moins grave. Et voilà. Et puis la dernière chose, on arrive à 9, ce sont les herbes aromatiques, parce que qui dit salade, qui dit, alors on va essayer de diminuer les grillades, mais les bonnes grillades, dit herbes aromatiques. Mhm. Et du coup, ben, ça c'est aussi intéressant d'en abuser. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, exact. En fait, donc l'été, c'est vrai, c'est clairement le moment de consommer. On parle d'herbes, c'est persil, ciboulette, coriandre, même de la menthe, de la sarriette, enfin tout ce que vous pouvez trouver en fait ou cultiver dans un jardin ou que vous trouvez sur les marchés. Et en fait, souvent quand je demande aux personnes si elles consomment des herbes aromatiques, elles me disent ah oui oui, je mets du persil, je mets ci, mets ça. Et je leur dis en quantité, c'est quoi? Elles me disent ah non mais c'est juste un petit peu comme ça, une petite pincée sur ma salade. Mais en fait, allez-y vraiment généreusement quoi. Essayez de consommer vraiment 2, 3 cuillères à soupe d'herbes aromatiques ciselées par jour. C'est vraiment des éléments qui sont extrêmement riches en vitamine B9 de très très bonne qualité. C'est extrêmement riche en antioxydants, c'est riche en vitamine C. C'est vraiment des substances ultra puissantes. En plus de ça, toutes ces herbes vertes contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un élément qui détoxifie énormément les métaux lourds et qui aide votre corps à se nettoyer aussi. Donc les herbes aromatiques, on les oublie trop, je trouve, en été. Et, et d'ailleurs, je vois souvent enfin, moi j'aime beaucoup le jardin et dès que je vais chez quelqu'un qui a un jardin, je regarde son jardin, je regarde ce qu'il cultive. Et c'est vrai que souvent on a plein de légumes, puis on a deux pauvres petits plants d'herbes aromatiques. Je me dis, mais franchement, faites un effort l'année prochaine, plantez-en 2 fois plus et mangez-les toutes. Mangez-en vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si vous avez un balcon chez vous, ou même si vous cultivez à l'intérieur, essayez vraiment de faire l'effort d'avoir beaucoup d'herbes aromatiques, de les intégrer dans votre alimentation. Et pour toutes les personnes qui ne cultivent pas leurs herbes et qui vont les acheter, par exemple, sur les marchés ou en supermarché, la quantité qu'il faudrait manger par personne par semaine, c'est vraiment 1 à 2 bottes minimum d'herbes aromatiques. Vous voyez vraiment la botte de persil, la botte de ciboulette, enfin 2 par semaine, ce serait vraiment l'idéal. Mm, exactement. Alors voilà, donc ça c'était tous nos conseils. Il y en a plein, hein, il y en a plein. On a décidé d'en prendre 9, mais on en aurait encore des milliers. Des pros, enfin, des pro-fertilité, des conseils aussi pour ne pas nuire à sa fertilité en été. Il y en a plein. Tout ça, c'est dans les programmes, on vous donne tout parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Et c'est vraiment un mode de vie qui est important à changer. Après, ben, comme je le disais, on peut pas tout faire, faut pas se culpabiliser. Mais je pense que c'est important de le savoir. Et puis, on va nous dire, oui, mais l'autre, elle ne va pas. C'était juste la dernière chose que je voulais dire, mais cette personne, ben, elle prend pas d'herbe aromatique, elle touche les tickets de caisse. On a fait un post sur les tickets de caisse qui a eu beaucoup de succès avant-hier. Elle touche les tickets de caisse, elle mange des grillades, puis elle arrive à avoir des enfants. Alors pourquoi moi je devrais le faire?
Et je pense que ça, c'était important aussi de rappeler parce qu'on ne le fait pas assez souvent. C'est qu'il y a quand même le bagage qu'on transporte. On est tous différents. Il y a des personnes qui ont un bagage moins lourd. Donc, lorsqu'elles vont avoir des attitudes qui vont peut-être être pas pro-fertilité, ça va pas trop compter. Par contre, à long terme, ça peut quand même compter. Ça peut être néfaste pour leur santé. Et vous, malheureusement, si vous êtes ici, c'est que vous avez un souci de fertilité. Votre bagage est lourd, on ne sait pas pourquoi, on va pas regarder en arrière, mais le bagage est lourd déjà, donc c'est important de vraiment focaliser sur toutes les choses qui peuvent être essentielles à votre fertilité. Et comme on ne peut pas tout faire parfait, l'important c'est de les faire tout en même temps, parce que quand on a un désir de conception, c'est vrai que ça prend du temps. Ça demande un investissement dans le sens qu'on va devoir acheter des produits bio, se complémenter, acheter un programme, etc. C'est pendant un court temps, on va vraiment se focaliser sur l'objectif et se dire, voilà, maintenant, je me prends 6 mois pour vraiment travailler sur ma fertilité, savoir exactement ce que je dois faire, parce que nous, ce qu'on n'aime pas avec Virginie aussi, c'est les efforts inutiles, parce que se dire, on a eu un post hier sur le gluten, juste se dire, j'arrête le gluten en soi, oui, ça peut être pas mal, mais ça va pas arranger votre fertilité. Par contre, ça peut faire partie de tout un plan global, mais avec 100 choses différentes pour améliorer votre fertilité. C'est un élément important, mais c'est pas que ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir toutes les clés pour se donner en fait la chance que ça marche. Et d'ailleurs, pour reprendre parce que c'est vrai qu'on entend souvent ce sujet de oui, mais elle fume, elle boit, puis elle a pas de mal à faire des... elle est obèse. Et en fait, on le voit dans tous les domaines. On a tous vu cette personne qui a un cancer du poumon alors qu'elle n'a jamais fumé. On a tous vu cette personne qui a un cancer du foie alors qu'elle n'a jamais bu d'alcool. Enfin, évidemment, il y a des incohérences dans tous les états de santé. Et comme disait Adva, on ne part pas tous avec le même bagage au début de la vie. Et d'ailleurs, il faut savoir que souvent, les personnes qui vont le plus s'intéresser à leur état de santé sont des personnes qui ont déjà des vulnérabilités, en fait. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais pourtant, elle est bio, elle faisait ci, elle faisait ça, et puis en fait, elle a quand même eu une maladie. Mais oui, mais parce que elle avait eu des indicateurs déjà avant de vulnérabilité. Elle a déjà changé son mode de vie parce qu'il y avait des vulnérabilités. Et quand on a un bagage de la vulnérabilité, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'essayer, effectivement, de comprendre comment fonctionne son organisme, de comprendre quels sont nos systèmes sensibles. Et moi, je pense que l'infertilité est souvent un indicateur ok, ce serait bien de travailler le système, ce serait bien d'équilibrer ça. On peut aussi le voir comme ça. On peut aussi le voir comme une vraie prise de conscience, en fait, de changements qu'on peut faire et qui vont nous amener non seulement à être maman, mais à être maman longtemps et en santé. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Quand on veut être maman, on ne veut pas juste être maman 3 ans et après avoir une maladie ou quoi que ce soit. Donc on veut être maman longtemps et on veut être maman en forme. Alors, je récapitule, puis après on passe aux questions. Donc, on a parlé de la vitamine D en 1, des produits solaires et des perturbateurs endocriniens auxquels il faut faire très attention. Le sommeil et la relaxation. Attention aussi à ne pas moins dormir parce qu'il fait plus jour. Les fruits rouges et les légumes coloris. Les salades et les bonnes huiles. Et attention aux salades aussi sans pesticides. Les bouteilles en plastique et la chaleur. Les produits iodés, produits de la mer, l'oxydation et les grillades, et puis les herbes aromatiques. Donc on a nos 9 points. Et maintenant, on va répondre aux questions. Alors, je reprends, parce que du coup, c'est remonté. Je regardais. J'avais juste une question qui était sur un sujet qu'on a abordé, c'est herbes aromatiques congelées. En fait, quand on veut la vitamine C, on la perd en congelant. Par contre, quand on congèle des herbes aromatiques et qu'on cherche à avoir justement les polyphénols, on les maintient. Ça, sans aucun problème. Si on veut la vitamine B9, il faut les consommer fraîches. Donc, vitamine C, vitamine B9, c'est les herbes aromatiques fraîches. Par contre, le côté antioxydant congelé, ça marche très bien. Et aussi séché, j'imagine. Et aussi séché. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez prendre, je sais qu'il y a moi, quand je trouve pas de la ciboulette fraîche bio, par exemple, il y a quelqu'un qui posait la question des pesticides. Si j'en trouve pas de la bio, je prends plutôt de la ciboulette séchée bio. Je préfère ça. Ça remplace un petit peu. Alors, je regarde les questions. Est-ce que c'est bien de mettre de l'huile de noix au frigo? Je crois que c'est même conseillé, en fait, l'huile de noix. Hyper. Tout à fait. C'est une huile qui est fragile. Toutes les huiles qui sont fragiles au niveau de l'oxydation sont à conserver si possible au frigo, effectivement. Exactement.
Après, donc le thème du live. Donc, mieux, oui, on avait répondu l'histoire de la bouteille ou le robinet. Et puis, éviter. Ah, non, 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 non. On nous posait la question du bois de charbon qu'on met dans les bouteilles afin de filtrer l'eau. Alors, les filtres d'eau, c'est vraiment un sujet. On l'avait abordé d'ailleurs avec le compte Yoko, avec lequel on va collaborer, je pense, de plus en plus. C'est très intéressant de parler des perturbateurs endocriniens, même si c'est pas que le sujet de la fertilité, mais c'est un des sujets importants de la fertilité. Et c'est vrai que l'eau, c'est vraiment un débat qu'on a déjà eu il y a 4 ans, quand on a créé Fertiline. Qu'est-ce qu'on va proposer de plus sain? Et en fait, voilà, de nouveau, c'est de faire mieux. Alors, qu'est-ce que tu penses du charbon de bois? Ben, c'est mieux que de rien faire, ça c'est sûr. Mais c'est Mieux pas que ça ne filtre pas tout quand même, hein. Le charbon, ça absorbe en fait certaines bactéries, ça absorbe aussi certains pesticides, pas, pas dans des quantités importantes, mais effectivement, c'est mieux que de ne rien faire. Après, c'est pas le système le plus efficace, et puis ça dépend de combien de temps l'eau est en contact avec, parce que finalement, si on met son eau avec justement un bois de charbon dedans, et puis 10 minutes après, on boit toute la gourde, ça aura pas filtré beaucoup, beaucoup de choses. C'est aussi le temps pendant lequel l'eau est en contact et traverse en fait la substance. Donc, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des filtres sur lesquels l'eau va traverser les substances et va ressortir avec un temps de passage qui est quand même relativement lent et là, c'est très, très bien filtré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les systèmes de filtration qui sont les plus performants, c'est quand même les filtres Berkey, par exemple, qui sont ultra géniaux. Et puis après, quel que soit le système de filtration, c'est toujours mieux d'avoir un système de filtration que rien du tout, en l'occurrence. exactement. Vaut mieux ça que rien. Comme d'habitude, on fait du mieux qu'on peut. Et puis l'hypothèse, alors ça c'est vrai que j'y ai jamais pensé, de prendre de l'eau en bouteille que l'on filtre et qu'on met ensuite dans une gourde. Alors je pense que ça c'est l'idée, c'est quand on peut pas boire l'eau du robinet. Bah, je pense que c'est de nouveau moins mauvais que rien du tout parce qu'on va quand même filtrer certaines choses. Après, voilà, je sais pas ce que t'en penses. Euh, alors, certaines substances permettent de filtrer les microplastiques, je ne sais plus lesquelles, je ne crois pas le charbon justement. Donc, toutes ne filtrent pas les microplastiques parce que ce qu'on voudrait filtrer dans le bouteille, c'est finalement ça, finalement les microplastiques. Donc, je sais plus quelle substance filtre les microplastiques. Tu peux regarder. Bon, après, on a une question qui est pas tellement dans le sujet. Je sais pas si tu veux répondre par rapport à une personne qui demande si c'est une fausse couche ou une grossesse extra-utérine. On y répond ou on met une boîte à questions. On peut peut-être répondre parce que c'est rapide. La question, c'était Comment on peut savoir si c'est une fausse couche ou une grossesse extra-utérine lorsqu'on voit rien à l'échographie? Est-ce problématique pour un éventuel transfert? Bah, si on voit rien à l'échographie, c'est une fausse couche, mais en fait, ça peut être une fausse couche d'une grossesse intra-utérine ou extra-utérine parce qu'au début, effectivement, on ne voit rien. Mais sur les grossesses extra-utérines, on a en général des taux de bêta-HCG qui sont beaucoup plus hauts que la normale. C'est pas toujours le cas, hein, mais on peut avoir des taux de bêta-HCG beaucoup plus hauts que la normale. et surtout qu'il ne descend pas. Surtout qu'il descend pas, en fait. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, de toute façon, du mal à descendre. Mais après, effectivement, une fois que la fausse couche a eu lieu, on ne voit plus rien à l'échographie, on ne peut pas vraiment, vraiment. Est-ce que ça va être un problème pour une grossesse future? Pas forcément, parce qu'en fait, d'avoir un taux de bêta-HCG qui s'élève une fois, ça peut créer un climat immunitaire favorable à une grossesse future. Parfois, on a une grossesse et c'est pas cette grossesse-là qui va évoluer. Et par contre, elle va ouvrir une porte pour une future grossesse. Rien ne sert à rien. Donc, du coup, ça peut être quand même une bonne nouvelle pour la. Et pour répondre à la question des filtres qui sont les plus efficaces pour filtrer les nanoparticules, c'est effectivement pas le charbon, c'est le sable. C'est le filtre à sable. Ok. Donc souvent, quand on achète des filtres, il y a une couche de charbon, une couche de sable, donc chaque couche va filtrer quelque chose. Donc en l'occurrence, côté bois de charbon dans l'eau, ça ne va pas forcément filtrer les microplastiques. Je crois qu'on va faire une fois un live sur les filtres, parce que c'est un sujet hyper important. Alors, apparemment, il existe des barquettes effectivement en alu qu'on peut mettre sur les grilles pour éviter que la viande prenne le feu. Alors, l'alu chauffé, c'est pas non plus hyper bon.
Donc, ouais, je sais pas. C'est pas ce que tu dirais, Virginie. Des barquettes en alu. Ouais, Bon, moi je pense que, alors, ouais, là je sais pas, du coup. ouais. Là, ça devient très technique. Je sais pas. Ouais, ça devient très. On va regarder ça, mais effectivement, je sais pas, j'allais dire oui, c'est ok, mais l'alu quand même a quand même tendance à perdre aussi des molécules. Donc si on se retrouve avec des molécules d'aluminium, c'est pas top. Et c'est vrai que moi, on m'avait offert des feuilles de cuisson pour le barbecue et en regardant la composition des feuilles de cuisson, il y avait quand même ben, une belle couche de plastique dedans qu'on chauffe. Du coup, je me suis dit, bon, waouh. Alors, effectivement, c'est du plastique résistant à la cuisson, mais à quel point est-ce qu'il se désintègre quand on cuit ou pas voilà. Enfin, Je... c'est comme les bols de silicone, c'est censé se mettre. Enfin, c'est pour cuire des gâteaux, mais bon, entre ce qui est bon et ce qui est bon, ben. En fait, le problème, c'est que quand on fabrique un ustensile, on regarde une partie de l'information. Là, c'est vrai qu'on avait cette histoire de tickets hier où tout le monde disait oui, mais maintenant les tickets s'écrivent 100 BP. Mais oui, mais c'est 100 BPA. Mais par contre, ils mettent d'autres BPS, enfin BPS, BPF. Donc, c'est toujours, en fait, on enlève la chose qu'on pense le plus nocif. Puis, malheureusement, on en laisse aussi. Donc, c'est ce que je disais, l'alu chauffé, c'est pas non plus. Enfin, C'est pas idéal. on peut avoir des molécules d'alu, donc c'est pas. Enfin, et qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est pire l'oxydation ou l'alu chauffé? Ben, je sais pas, en fait. C'est pour ça que les matériaux, finalement, comme comme la pierre, la fonte, sont des matériaux qui sont quand même assez éprouvés en termes de toxicité. Et du coup, ben, en attendant d'avoir des réponses sur d'autres matériaux, ça peut être une bonne option, clairement. Ben, les pesticides sur les herbes aromatiques, effectivement, ça dépend comment elles sont cultivées. Donc, toujours les privilégier bio. Et de nouveau, ben, si vous ne pouvez pas avoir du bio, pourquoi pas privilégier des herbes qui ne sont pas fraîches, qui sont déjà faites, puis les acheter dans des magasins bio. Ou, Ouais. voilà. Euh, quid des herbes aromatiques congelées? Ah non, mais Oui, ça, il a répondu. je Euh, crois qu'on a répondu quasiment. Myrtille congelée, bah, ça marche très bien au niveau des antioxydants. Bonjour, est-ce que la progestérone empêche les règles? Euh, oui, en fait, la progestérone empêche les D'accord. règles de survenir. C'est quand on l'arrête qu'on va avoir le déclenchement des règles, en fait. Hein. C'est ça, Justement. on donne un traitement de progestérone. L'idée, c'est de faire monter le taux de progestérone et ensuite de l'arrêter brutalement pour déclencher les règles. Mm, mm. Les cartouches Brita. Alors, c'est moins mauvais qu'autre chose. C'est mieux. Alors, moi, personnellement, j'utilise Brita. Le sable, le charbon, donc effectivement, en fait, c'est pas si mal que ça. C'est juste que c'est quand même du plastique. Enfin, la carafe, forcément, mais la cartouche en elle-même est en plastique. Mais ça reste encore assez OK comme système de filtration. C'est probablement pas les meilleurs, mais C'est ça reste ça. une Et, bonne alternative ouais. modérée, quoi. Et ce qui est embêtant, c'est que ben, l'eau reste pas longtemps. C'est que ben, toujours dans nos vies, on est pressé, donc on veut que l'eau elle sorte tout de suite. Et puis c'est quand même une filtration rapide. Donc c'est mieux que rien. Donc clairement, c'est mieux de prendre un Brita que de boire l'eau du robinet direct. Après, c'est mieux d'avoir effectivement ce qu'on disait, les filtres Berkey qui sont une filtration lente, mais ça a un certain prix. Donc voilà, faut savoir où on veut aller et faire au mieux. Bonjour, merci pour le live. L'été, c'est vacances aussi. Je suis en solo avec restriction totale sur le gluten. J'ai 10 jours de vacances où je vais commencer beaucoup. Comment limiter l'impact? Je vais en consommer beaucoup. Alors, ça dépend quelles vacances, parce que nous, on est sans gluten. Si vous nous suivez depuis un moment, Virginie et moi, on est sans gluten pour des raisons de maladies auto-immunes. Et on est toujours parti en vacances sans manger du gluten. Donc ça dépend. Après, je peux comprendre que si vous partez avec des amis, ça peut être compliqué, mais il y a plein d'astuces. Ouais. Dans les programmes, bah, nous, on vous donne toutes nos astuces, justement. On vous explique comment nous, on fait pour réduire, enfin réduire, non, ne pas en consommer. Parce que l'idée du gluten, c'est pas juste de le réduire. Ça sert à rien, en fait, de le réduire pour ce qu'on veut faire. Il faut vraiment en consommer zéro. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en accompagnement fertiline, de poser la question sur le groupe Facebook. Il y a aussi des vidéos dans votre espace où on vous donne plein d'informations pour avoir des astuces. Et comment on peut limiter l'impact? Ben, on peut pas vraiment. Hein.
On peut aussi prendre peut-être des probiotiques qui vont calmer un petit peu la réaction immunitaire liée au gluten. Mais c'est vrai que je pense que l'idéal, c'est effectivement d'en consommer. Et souvent, le problème, c'est plutôt quand on se retrouve en famille ou comme ça, on ne peut pas trop dire, en fait. Et je pense que le plus gros truc, c'est d'annoncer en fait aux autres personnes qu'on ne mange pas de gluten, d'organiser aussi les repas pour ça. Ça demande juste un petit point d'attention au début, et puis finalement, c'est très tenable pour le long terme, quoi. Exactement. Comment s'appelle le filtre qu'on a dit, c'est Berkey. On mettra peut-être si tu veux écrire le nom, je sais plus comment ça s'écrit, Berkey. Berkuet, non, je crois. Ouais. Et puis, charbon et perles de céramique, c'est plutôt bien. Mm. Alors, je sais jamais comment ça s'écrit. Filtre Berkey, Berkey. Ouais, c'était pas Q, c'était K. Ouais. En fait, c'est une cuve en quelque sorte qu'on remplit d'eau le matin et puis finalement, voilà, ça va, enfin, qu'on remplit 3 fois par jour et puis ça va filtrer. On a un code de réduction, on pourra aussi, pour les personnes Oui. intéressées, on pourra le communiquer. C'est un investissement, mais c'est un investissement, on va dire, à vie, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous dure à vie, pour vous, pour vos futurs enfants, pour faire le biberon des enfants aussi, hein. Donc voilà, ça peut être un beau cadeau à se faire aussi pour améliorer sa fertilité et pour son futur enfant. Il y avait aussi une question que j'avais vue sur le. Alors, l'histoire du ticket, on a un reel non, il y a 2 jours de mardi sur les tickets de caisse où on vous explique tout sur les tickets de caisse parce que les tickets de caisse, c'est nocif pour votre fertilité. Il y a plein de choses comme ça, mais on va vous en parler cet été. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre, à mettre aussi un petit rappel quand il y a un post qui passe. Vous avez aussi des rappels dès que Fertiline fait un post et ça vous permet de vraiment être alerté quand vous avez un post. Et puis pour le replay, oui, on va le mettre en toute façon sur notre feed, le replay d'aujourd'hui. Vous avez une petite astuce pour stopper. Bonjour, dès que je reçois un Au mail, aux notifications déjà, enfin, à la montée de stress, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de désactiver vos notifications et d'aller voir vos mails 2 fois par jour, d'aller voir vos messages 3 fois par jour. Enfin, en réalité, on n'oublie jamais d'aller voir ces messages et tout ça, mais peut-être de désactiver les notifications parce que le fait d'avoir des notifications qui s'allument tout le temps sur notre téléphone et effectivement des montées de stress, ça crée des instabilités de notre dopamine et ça stresse beaucoup le système nerveux. Donc déjà, désactiver les notifications et peut-être dans un premier temps prendre du magnésium. Après, il y a des plantes qui peuvent beaucoup aider là-dessus, mais il faut comprendre un peu plus le contexte. Mais globalement, pas de notification et du magnésium, ça va déjà aider beaucoup. et cohérence cardiaque. Ouais, tout à fait. Sécheresse vaginale depuis une kystéoscopie, j'arrive pas à le dire, en ablation. C'est dû à quoi, s'il vous plaît, sachant qu'une trompe n'est plus fonctionnelle? Curieux. Alors, est-ce que, enfin, tout dépend où était le kyste. Si le kyste était par exemple sur un ovaire, quand on va enlever un kyste sur un ovaire, parfois on peut avoir une diminution de la fonction ovarienne et donc avoir un taux d'œstradiol plus bas qui peut expliquer la sécheresse vaginale. Si c'est pas ça, ça peut être en lien avec l'intervention qui a peut-être justement modifié un petit peu la flore bactérienne au niveau vaginal. Et dans ce cas, il faudrait réinstaurer une flore un peu plus saine et ça pourrait aider à améliorer la sécheresse vaginale. Effectivement, la personne disait par rapport au gluten, c'est dans un pays où on mange pas trop sans gluten. Alors, je sais pas quel pays, mais si c'est Italie, Espagne, où je pense vraiment on mange des pizzas et autres, il y a quand même des techniques sans gluten, de plus en plus. Mais je peux comprendre que ça peut poser problème, donc posez la question dans le groupe, on vous répondra. Jamais, c'est l'Italie. L'Italie, ils se sont tellement orientés maintenant en sans gluten, c'est Espagne aussi, Grèce. Faut pas oublier qu'il y a aussi le riz. Je veux dire, vous pouvez aussi manger du riz dans ces pays-là. Je sais que on va penser aux pizzas. Enfin, après c'est peut-être un autre pays, mais je pensais à ça parce que c'est un peu les pays estivaux. On a une personne qui nous dit que est-ce qu'on peut concevoir quand on a une asténospermie et une tératospermie? Oui, bien sûr. En fait, une asténospermie, ça veut dire qu'on a une mobilité qui est diminuée. Une tératospermie, ça veut dire qu'on a une typicité qui est diminuée. Maintenant, ça dépend un petit peu des valeurs. On peut concevoir dans la majorité des critères du spermogramme tant qu'on a des spermatozoïdes. En gros, parce qu'un spermogramme, c'est toujours quelque chose qui peut s'améliorer tant qu'on a des spermatozoïdes. La seule chose qu'on ne peut pas améliorer, c'est une problématique anatomique.
sur laquelle on n'a pas justement de spermatozoïdes dans le spermogramme. Et là, malheureusement, on peut rien faire s'il n'y a pas de substance de base. Mais sinon, tous les critères s'améliorent. Par contre, souvent dans les spermogrammes, il faut vraiment lire entre les lignes. En Corse, enfin, je l'ai vu en Corse maintenant, j'ai une supervision et puis on passe dans la supervision de spermogrammes et puis comme ça en surface ça avait l'air relativement bon, puis la personne nous dit oui, le médecin a dit que les spermogrammes étaient très bons et franchement avec la thérapeute on tique sur un détail, on dit non mais là ce critère là il est pas bon. Et moi je pense que actuellement les problématiques de conception sont probablement liées à au moins plus de 50% chez ce couple à des critères du spermogramme qui ont été vraiment sous-estimés, évalués et qui sont pas durs à faire progresser. Donc vraiment les infos d'un spermogramme, elles sont très très importantes. Il faut les lire dans les détails, il faut les lire entre les lignes et il faut les faire progresser. Et la majorité des problématiques qu'on va retrouver dans un spermogramme sont des problématiques qui peuvent bouger, en fait. Ouais. Non, voilà, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Pour rappeler, je ne sais pas si on a beaucoup de nouvelles personnes inscrites ces derniers temps. Donc, nous, on prend toujours en charge quand c'est un projet commun, la femme et l'homme, parce que même s'il y a une infertilité qui a été mise sur le compte de la femme, on sait que malheureusement, dans la procréation médicalement assistée, on s'arrête à certaines choses, puis on ne prend pas la globalité. Et pour nous, c'est très important de faire progresser et la femme et l'homme, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des grossesses que les médecins disaient qui étaient impossibles, en tout cas de manière naturelle, et on arrive à avoir même des grossesses naturelles avec des critères au départ où les médecins disaient que même une grossesse naturelle et même avec ses propres gamètes était impossible. On y est arrivé, si vous nous connaissez un petit peu. Donc tout peut bouger. C'est juste que c'est pas qu'ils vous disent faux, c'est que dans leur système de pensée, ils savent pas les faire bouger. Nous, on arrive vraiment à les faire bouger. Donc on vous invite à prendre. Je le dis maintenant, mais n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec une de nos collaboratrices, une ambassadrice, qui est elle-même soit maman grâce au programme Fertiline, soit qui est en train de le faire, et qui est en grossesse, et qui pourra vous répondre à vos questions, toutes vos interrogations, qui est là pour vous écouter. C'est un moment de partage, de bienveillance, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour aller vraiment sur votre situation spécifique, elles sont là et elles attendent votre contact. Question suivante, combien de follicules sont attendus lors de la première échographie en vue d'une FIV? J'ai 35 ans, merci beaucoup. Alors évidemment, ça dépend de l'AMH aussi, mais ouais. Ça dépend du comptage folliculaire de base, mais on va dire entre 6 et 15 peut-être. Ouais. En fait, l'idéal qu'on voudrait avoir, c'est à peu près 8 follicules, 5 à 8 follicules. Idéalement, ouais, une dizaine de follicules à tout, 10 à 12 follicules. Voilà. Là, on a une personne d'ailleurs qui nous dit après 8 mois de InConcept solo, j'ai eu une FIV négative, on est désolé, mais pour la première fois, j'ai eu plusieurs follicules à J6, mais aucun congelé. Est-ce une victoire? Oui. Et ça, c'est les premières victoires. C'est vrai qu'on voudrait que la fertilité s'améliore rapidement. On est pressé par le temps et en fait, ça peut prendre du temps. On a des personnes qui ont dû suivre les programmes. Alors, il y a des personnes qui ont suivi les programmes 3 semaines, qui ont résolu leurs problématiques parce que c'était une problématique unitaire. Il y a d'autres personnes qui les ont suivies 3 mois, ça a été 6 mois. Puis il y a d'autres personnes qui les ont suivies 2 ans. Mais en fait, qu'est-ce que c'est 2 ans pour avoir finalement son enfant? Donc oui, bravo, c'est super encourageant. Pourquoi pas éventuellement voir si ce serait possible d'avoir un accélérateur pour il y a peut-être encore des petites choses à ajuster en fait, qui pourraient vous permettre que la prochaine fois cette FIV soit positive. Ça peut être une chose, ou tout simplement laisser le temps, parce que le corps, il a eu plein de choses qui l'ont déréglé pendant plusieurs années. Il faut quand même lui laisser le temps qu'il se réajuste. Mais c'est au moins déjà une des choses positives. Une chose positive, c'est clair. Ouais, tout à fait. Le pays, c'est le Moyen-Orient. Bon, il y a du riz aussi au Moyen-Orient. Clairement. Et il y a des pois chiches. Il y a pas mal de choses aux pois chiches. Voilà. Quelles pourraient être les causes des règles peu abondantes? Est-ce que c'est une incidence sur la fertilité? On a encore beaucoup de questions. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? On répond encore à 5 minutes, puis après on mettra une boîte à questions? Ça marche. Oui. Le peu abondante, il peut y avoir différentes causes en fait. Soit on a une insuffisance œstrogénique et du coup un endomètre qui se développe peu, ce qui fait qu'on a peu de règles. Soit on peut avoir aussi une insuffisance de progestérone, un endomètre qui s'irrigue peu. Soit
peu musculaire. Et du coup, un sang qui n'est pas suffisamment fluide, des artères qui ne sont pas suffisamment performantes pour amener du sang. Et du coup, on a un peu d'obligation de l'endomètre. Donc, il y a plusieurs. Ben, on peut avoir. Voilà, désolée, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, donc voilà, on peut pas sur le téléphone, ça c'est un problème. Allaitement et FIV, bon ça c'est une vaste question. Est-ce qu'on a des données? Il y a des données, hein, il existe des données. Faut aller voir surtout sur les sites américains parce que ben il y a beaucoup de médecins qui s'y penchent. C'est pas impossible. Moi mon message c'est que c'est pas impossible. C'est vrai que les médecins c'est compliqué. Ça amène de la complexité parce que ben on va avoir ces taux hormonaux qui sont pas pareils. Les médecins, ça leur fait peur parce que vous n'allez pas réagir de la même manière aux médicaments, mais c'est faisable. Donc, il faut vraiment s'orienter vers quelqu'un qui est OK avec ça et qui est spécialiste. Et je pense qu'on peut accompagner des personnes qui veulent faire des FIV. On l'a déjà fait, donc n'hésitez pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Échec d'implantation, plusieurs fausses couches précoces et tardives, AMH 0,54. Je vais à l'étranger pour FIV d'eau, pour dernière FIV prise en charge par la Sécu. Avis s'il vous plaît. Euh, alors, échec d'implantation, plusieurs fausses couches. Effectivement, on pense souvent tout de suite à la qualité des ovocytes parce que jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, l'idée vraiment c'était que la plupart des fausses couches ou des échecs d'implantation, c'était la qualité de l'embryon, donc la qualité de l'ovocyte. Attention néanmoins, parce que de plus en plus de médecins disent qu'il faut faire attention aussi à la qualité du sperme. Donc la FIV-d'eau ne va pas régler les choses. Et on va aussi vous faire un webinaire au mois de juillet avec une des cliniques partenaires Fertilab, où l'idée est de dire c'est pas parce qu'on a un bon embryon qui va s'implanter pour sûr. Ça veut dire que oui, le don d'ovocytes c'est bien parce que en fait la conception c'est une grande équation. Et dans cette équation, on va faciliter un des termes de l'équation puisqu'on va remplacer vos ovocytes qui potentiellement seraient mauvais par des ovocytes plus jeunes et ça pourrait améliorer les choses. Par contre, quand il y a plusieurs échecs d'implantation et des fausses couches précoces, ben, on pense aussi à d'autres choses comme l'immunité, la vascularisation, les taux hormonaux, etc., l'équilibre hormonal. Et ça, ben, malheureusement, la FIV-d'eau ne règle pas. Donc, si c'est votre dernière prise en charge, je pense que ça vaut la peine vraiment de d'abord faire un petit stop, vous dire, ben voilà, quelle est la problématique, pourquoi ça a pêché, et mettre tous les voyants au vert pour aller sur votre FIV avec don d'ovocytes. Tout à fait. Ouais. Donc l'amélioration de la flore vaginale. S'il vous plaît, en fait, j'ai une faible réserve ovarienne accentuée avec le fait que j'ai une trompe actuelle. Est-ce que peut-être ça, on répondra en question après le live? IAC qui finit en grossesse molaire, qu'en pensez-vous? Une grossesse molaire, c'est une grossesse qui est en défaut de division. En fait, hein. C'est le trophoblast qui se divise à la place de l'embryon. Et du coup, probablement des choses à travailler dans la division embryonnaire. C'est vrai que c'est des grossesses qui sont extrêmement problématiques parce qu'en général, elles sont évolutives et pathologiques, en fait. Et du coup, on veut éviter que le schéma se répète. Et là, clairement, il faut travailler sur la qualité de l'embryon, donc sur la qualité des gamètes. Vraiment. On a une personne qui dit qu'elle est SOPK. Lors de ma première FIV, j'ai eu seulement 2 ovocytes ponctionnés, alors que l'échographie, il y avait 30 follicules. Comment on peut expliquer ça? Moi, ce que je vous invite, c'est d'aller sur notre chaîne YouTube. On a des vidéos, des capsules, des webinaires sur les SOPK. On va vous expliquer le problème de maturation des follicules lors d'un SOPK et ça explique votre situation et c'est pour ça que le SOPK, même si en principe on est censé d'avoir beaucoup d'ovocytes, on n'en a pas toujours en fait et on n'a pas toujours des ovocytes qui peuvent être fécondés. Donc n'hésitez pas et puis vous pouvez aussi prendre un appel d'orientation, un bilan de situation avec une de nos ambassadrices pour en discuter. Elles sont formées. Bon, alors, moi, ce que je te propose, on a encore pas mal de questions. Si on n'a pas répondu à votre question, si vous en avez d'autres, on va vous mettre une boîte à questions comme d'habitude juste après. Et on vous remercie pour votre présence. On espère que ça vous aidera, tout ça vous aider. L'été, j'ai eu une chose que j'ai pas dite, et qui était important aussi, c'est que l'été, parce que tout est un peu en pause, ça vaut aussi la peine de faire certains bilans.
aussi. On a InLab qu'on avait proposé l'année dernière, le Fertile InLab, qui permet de bilanter en fait pas mal de choses, de comprendre pourquoi il y a ces freins et ça va vous donner des informations beaucoup plus complètes. Et c'est vrai que ça peut être une opportunité parce que ça prend un peu de temps entre le moment où vous allez faire la prise de sang, le moment où vous allez recevoir des résultats, etc. Et l'été, c'est vraiment la période propice parce que vous avez 2 mois où vous ne pouvez pas avancer avec vos médecins. Donc pourquoi pas avancer par un autre biais, puis avancer avec InLab cet été, ça peut être vraiment une bonne idée, mais on va vous en reparler ces prochains temps. Clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence et puis Merci. on répond avec plaisir dans la boîte à questions. Merci. Bonne journée.